J'étais une petite fille comme beaucoup d'autres. J'étais plutôt timide quand j'étais enfant, très timide même. Et puis, quand j'étais enfant, comme à l'époque, j'étais souvent malade. Donc, ce sont des religieuses il n'y avait pas encore d'infirmières à domicile, donc ce sont des religieuses qui s'occupaient de ma santé. Et j'ai voulu, à un moment donné, être religieuse. Donc, je rêvais d'être religieuse. Après, un petit peu plus grande, je voulais être une enseignante. Et je n'étais ni religieuse, ni enseignante. Et donc, j'ai fait tout à fait autre chose. Mais bon, j'étais plutôt une fille agréable, je dirais. Comme j'étais timide, donc je n'embêtais personne. Non, l'engagement politique, ça vient aussi de la famille, en fait, parce que je suis issue d'une famille où il y a eu un engagement très fort des femmes de ma famille. J'ai mes tantes, ma mère, à un niveau un peu moindre, elle était impliquée, mais elle n'était pas aussi impliquée que mes tantes, parce qu'elle avait beaucoup d'enfants, donc elle s'occupait plus de la maison des enfants. Mais avec mes tantes, qui étaient alors, à l'époque des femmes politiques, déjà, parce qu'avec une de mes tantes qui était une amie de Gertie Archimède, qui fut, elle aussi d'ailleurs, une des présidentes de l'Union des femmes guadeloupéennes, donc il y avait quand même un engagement fort des femmes, et les femmes prenaient une part active dans la politique de l'époque. Et du coup, j'étais baignée un petit peu dans ce domaine-là, un peu malgré moi. Et ma mère m'avait inscrite, comme j'étais très timide et à l'école, c'était le reproche qu'on me faisait en fait, dans une association, quand j'étais adolescente, qui s'appelait la Sincérité Mornalienne, parce que je suis mornalienne. Et cette association m'a permis de faire du théâtre. Et la fois où j'ai eu conscience que c'était difficile pour moi, c'est le jour où je devais faire ma première présentation, le 1er janvier, ou le 31 décembre de l'année qui se terminait. Mais je n'ai pas du tout dormi parce que je craignais l'échéance c'était l'après-midi, le 1er janvier, je devais présenter une pièce de théâtre. Et j'avais vraiment très peur, donc je n'ai pas dormi. Mais ça s'est très très bien passé parce que tout ce que j'oubliais pendant tous les jours de répétition, eh bien le jour où je devais présenter la pièce, le 1er janvier, eh bien j'étais contente parce que tout s'est très très bien passé. On m'avait rassurée, c'est vrai, mais c'était une échéance qui a été décisive après pour moi parce qu'on m'a félicité et je crois que ça m'a aidé à débloquer beaucoup de choses parce que j'étais très timide, j'avais très peur et en plus la pièce s'appelait Mademoiselle Soupe au lait. Et c'était moi là, Mademoiselle Soupe au lait. C'était vraiment difficile, mais c'était quelque chose qui a contribué énormément à ce que j'apprécie de parler en public et de parler à un public, parce que c'était la première fois que je parlais à un public autre que les élèves de ma classe. Enfin bon, j'étais à l'école, mais j'étais à l'époque collégienne quand ça se passe. Et là, je pense que ça a été déterminant pour la suite. Je continue énormément et je suis sollicitée aussi pour ces questions-là parce que les personnes qui m'ont connue à l'époque et qui savent ce que j'ai fait ont continué parce qu'on avait également comme problématique que nous avons mis en avant à l'époque qui contribue également à prendre en compte la situation des familles, dans la famille nucléaire, dans le foyer et qu'on peut retrouver à l'école. Et puis c'était les problèmes de violence. Des violences conjugales, des violences intrafamiliales. Donc très tôt, nous avions également pour les collégiens notamment, avec les parents, parce que nous avions deux volets. Un volet dans le cadre des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, une partie qui concernait les élèves et une partie avec les parents d'élèves après l'école. Et avec les professeurs à l'époque, avec les professeurs, les infirmiers scolaires, les psychologues également, on a beaucoup travaillé sur ces problématiques, mais on a travaillé sur les problématiques, les conséquences des violences conjugales sur la scolarité des enfants, ce qui est un vrai problème, un vrai sujet. Et quand on voit maintenant qu'on a, par exemple, des lieux d'accueil pour les conjoints violents, mais très souvent, c'était les enfants. Les enfants et les mères qui étaient quelquefois des enfants qui travaillaient quand même très bien à l'école dans certains cas, des enfants avec une famille qui est quand même dans un lieu donné, et quand il y a des problématiques liées à la violence, eh bien c'est la mère et les enfants qui partaient la plupart du temps, et les enfants étaient quand même déscolarisés ils étaient peut-être scolarisés mais ailleurs. Et là, ils n'avaient plus les mêmes repères, ils n'avaient plus les mêmes camarades. Et là, d'un enfant qui travaille, on peut passer à un enfant qui est en situation d'échec parce qu'il a perdu ses repères scolaires, parce qu'il a perdu ses camarades, parce que la mère qui était impliquée dans l'association, parce que quand nous avons mis ça en œuvre, en fait, nous avons eu des situations à résoudre de ce type-là, parce qu'il fallait aider les parents à trouver une autre école, il y avait des situations un peu problématiques. Et là, on a commencé à faire un travail comme ça avec les différents collèges. Et je me rappelle bien
qu'à l'époque, Mme Truffaut, qui était au Collège des Abîmes, elle a beaucoup travaillé avec nous sur ces problématiques parce qu'elle avait des situations un peu compliquées à gérer. Et nous avons fait ça sur plusieurs collèges. Et encore aujourd'hui, ce sont des problématiques qu'on rencontre. Et moi, j'aurais souhaité vraiment que l'on puisse vraiment travailler là-dessus. Donc, étant membre de la délégation droits des femmes, donc nous travaillons sur ces problématiques-là. Et bon, évidemment, les choses s'améliorent quand même. Hein. Il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en place et des mesures qui sont prises également, à la fois pour les conjoints violents, pour les familles. Enfin, bon, il y a des formations avec le procureur de la République. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui bougent. Mais je crois que les enfants ne deviennent pas comme ça violents du jour au lendemain. Des fois aussi, il y a un environnement qui, malheureusement, ne leur permet pas d'être autrement. Donc c'est ça. Moi, je tiens vraiment à poursuivre ce travail avec les associations et j'espère vraiment qu'on réussira un jour, j'espère vraiment. À une jeune fille, si elle a un projet, elle se connaît. La première personne qui doit savoir qu'elle est capable, c'est elle-même. Ne pas écouter les personnes qui nous disent, parce que très souvent, si j'avais écouté des personnes qui me disaient « bon, on ne va pas réussir, je ne vais pas réussir », eh il faut se dire qu'on a la capacité de réussir. On veut faire quelque chose, croire en soi. Connaître ses limites également, parce que ne pas vouloir faire... Donc, il faut mettre un pied devant l'autre. Chaque fois, ne pas vouloir aller trop vite, s'assurer de chaque pas, mais croire en soi et en ses projets. Et après, trouver les voies et les moyens, parce que maintenant, de plus en plus, il y a quand même un certain nombre d'organismes qui permettent à la fois de mieux conseiller pour la création d'entreprises. Il y a, je dirais, également des produits bancaires qui permettent également, mais croire en soi et vouloir réussir. Ne pas, parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire « ah non, c'est exorbitant ce que tu veux faire ». Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont osé et qui réussissent parce qu'ils n'ont pas écouté d'autres, mais ils savaient qu'ils étaient en capacité d'aller de l'avant. Donc, à toutes les jeunes filles, c'est d'abord de savoir ce qu'on veut faire, connaître ses limites et connaître les moyens qui existent pour réussir et croire en soi et être convaincu par soi-même et par son projet. Et une fois qu'on a des certitudes, parce que les enfants qui ont dit à leurs parents à un moment donné non, tu veux que je fasse ça, mais moi c'est ça, c'est telle voie, c'est ça que j'ai envie de faire, ils réussissent toujours là où ils ont envie de réussir. Eh bien, très souvent, je suis choquée quand je vois sur les réseaux sociaux que les politiques, de façon générale, je ne parle même pas de moi, mais que les politiques ou les politiciens ne font rien. Je dirais qu'il y a des politiciens qui ne vont peut-être pas réussir parce que ce n'est pas toujours évident, parce qu'on peut faire à la fois quelque chose qui arrange certaines personnes et qui dérange d'autres, mais il ne faut pas critiquer forcément. Il y a des personnes qui font le lien aussi avec l'argent. Moi, je travaillais, j'ai fait valoir mes droits à la retraite pour être sénatrice à temps plein et je reste assez souvent à Paris parce que c'est là qu'il y a le Sénat. Donc quand il faut travailler sur plusieurs sujets différents, donc au lieu de faire des allées-venues, alors de côté, il y a des personnes qui disent « ah, elle est souvent à Paris », d'autres qui vont dire « elle est souvent là », mais il y a aussi en même temps des textes pour protéger la planète. Donc est-ce que faire un aller-retour tous les 10 jours, c'est bon pour la planète et c'est bon pour les finances publiques? Est-ce que rester travailler, prendre le temps de bien et s'approprier les différents dossiers pour bien travailler avec ses autres collègues et pour convaincre? Parce que si je suis sénatrice, je fais partie du deuxième groupe du Sénat et j'ai beaucoup d'amendements qui ont été votés au Sénat. Mais pour faire voter les amendements au Sénat, pour que d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas que mon groupe qui vote pour moi, c'est d'autres personnes, mais il faut savoir les convaincre en commission, expliciter également la démarche pour que les gens comprennent de quoi il s'agit et même quand ils ne sont pas eux-mêmes concernés, pour qu'ils pensent que pour un territoire donné, qui est le mien, la Guadeloupe, mais pour d'autres territoires, eh bien, ça pourrait être quelque chose de pertinent, de cohérent par rapport aux besoins de la population. Et là, c'est un travail important qu'il faut faire. Je ne vais pas parler de lobbying, c'est pas ça, mais il faut expliciter les choses, être en capacité de répondre aux collègues pour qu'ils puissent comprendre quels sont les enjeux pour nous, pour nos territoires. Et quand je prends position par rapport à la connaissance aussi que j'ai de mon territoire, parce que je suis guadeloupéenne, enfant de Guadeloupéen, j'ai toujours vécu ici, même quand je suis partie pour faire 10, mais je connais et je sais exactement, pas forcément tout ce que la population a besoin, mais en grande partie ce qui serait important pour que la population se sente mieux. Et c'est le rôle que je veux. Donc, qu'on retienne que j'ai fait de mon mieux
pour satisfaire les besoins de la population, tant mieux. Et puis, c'est à chacun de voir, parce qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. L'essentiel, c'est de bien faire avec sa conscience et de tenir compte de la réalité du territoire pour pouvoir impulser une véritable dynamique, pour faire comprendre quels sont les réels besoins et pourquoi on est là. Pas pour faire bien, parce que je ne veux pas être là pour être celle qui est là pour être... non, la fleur, non, je m'appelle Jasmin, mais je ne suis pas la fleur de... Je veux être la Jasmin, celle qui travaille pour qu'on puisse mieux prendre en compte les problématiques de l'ensemble de nos territoires, parce que quand je prends la parole assez souvent, je ne parle pas que de la Guadeloupe. Je suis effectivement sénatrice de la Guadeloupe, mais ce sont les affaires du pays qui m'intéressent, de l'ensemble de la nation. Et quand il y a des problématiques, que ça peut être Saint-Martin, ça peut être aussi Wallis-et-Futuna, mais ça peut être n'importe quel autre territoire, s'il y a des enjeux important, eh bien, je vais les citer, je ne vais pas faire de la restriction parce que c'est par rapport du nombrilisme par rapport à mon territoire, non. Il faut qu'on prenne en compte nos différentes problématiques. Eh bien, quand je suis en Guadeloupe, j'aime bien aller sur la plage de Babin. C'est une toute petite plage, hein. Bon, beaucoup de Guadeloupéens ne connaissent pas, mais c'est bien, c'est calme. C'est bien, il semblerait qu'il y ait un certain nombre de propriétés pour le bien-être. Moi, je me sens bien. Alors, c'est pas si psychosomatique, c'est bien parce que c'est Babin. Mais j'aime bien, et les personnes qui ne connaissent pas, j'aurais bien aimé qu'ils aient un jour le temps d'aller à Babin. Parce que là, il y a des personnes qui prennent des bains debout. Donc moi, quand je vais, qu'il y a quelqu'un qui est en mesure de me prendre de la boue, je mets de la boue un petit peu partout. Et je crois que c'est un petit peu le secret, je dirais, de ma façon d'être, en fait. Donc, bon, je vais bien, sinon c'est la famille. C'est la famille, donc ma mère est décédée il y a 2 ans, mais le dimanche, tous mes frères, sœurs, en fait, tous ceux qui sont ici, les enfants, les petits-enfants, enfin bon, toute la famille, on se réunit, donc là, j'aime bien. Et puis, bon, j'ai des amis que je vois, donc ça me fait du bien. Donc, je suis très, très contente et j'aime bien être en Guadeloupe, quoi. C'est-à-dire que, bon, quand je suis en Guadeloupe, je suis très bien. Quand je suis là-bas, je sais que c'est pour travailler. Eh bien, c'est aussi un plaisir pour moi de travailler et de bien faire ce que j'ai à faire, quoi. C'est un choix et je suis très, très contente de pouvoir, en tout cas, répondre aux problématiques du pays, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets, de plus en plus d'ailleurs. Mais je crois qu'il faut qu'on s'y attelle pour résoudre ce qu'on peut, en tout cas, parce qu'on ne peut pas tout résoudre non plus. Une belle dame. Alors, belle dame, belle, dame, D', accent circonflexe S, eh bien, c'est l'âme. C'est être bien, c'est au fond de soi, c'est pas le côté physique, hein. C'est tout ce qui est profond. C'est savoir prendre les bonnes décisions quand il le faut. C'est savoir apprécier chaque instant, chaque moment, et tout le monde. Savoir écouter, savoir entendre, savoir apporter des réponses. Donc là, c'est dans l'âme, c'est dans les profondeurs. Ne pas rester que dans le superficiel, rester objectif en tout moment. Et là, je crois que c'est important. Donc, une belle dame, je pense que c'est l'âme, la beauté de l'âme, dans tout ce qu'on a de conscient en tout cas, être toujours là en pleine conscience et aider, contribuer en tout cas au bonheur des autres en même temps, donc pourquoi pas. Mais ce n'est pas le côté, la beauté physique, l'apparence. Là, c'est bien, mais on le doit à nos parents qui nous ont mis au monde, donc on a une certaine beauté physique, mais ce n'est pas ce qui est prioritaire. Ça ne peut en aucun cas être prioritaire.